on va démarrer cette nouvelle session sur le transport et les déplacements, comment concilier durabilité et décarbonation et répondre aux attentes des consommateurs. Je me présente, je suis Joël Jacquet, je suis le directeur de recherche de l'EXI, l'école d'ingénieurs à La Rochelle. Et je voudrais excuser mon camarade Daniel Kern qui devait co-animer cette session avec moi, mais qui a eu un petit empêchement, un petit problème de voiture, ça arrive, un problème de transport, et voilà, il fallait l'inventer. Alors, je suis très heureux d'animer cette session qui va être assez diverse. Pour répondre à la question, on aura différents angles d'attaque. On aura la vision d'une communauté, on aura donc avec un contact avec l'utilisateur, une compréhension des mécanismes du quotidien en termes de transport. On aura une vision technologique avec différentes présentations. Et donc là, c'est important de voir les évolutions technologiques qui vont permettre d'aller vers une décarbonation totale dans les transports. On sait que les transports représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est un des points vraiment clés qu'il faut adresser si on veut viser la neutralité carbone. Et puis on aura aussi une vision économique, politico-économique, et donc des choses vraiment très intéressantes. Alors je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais tout de suite donner la parole à Marie Santini, directrice du service mobilité et transport de la communauté d'agglomération de La Rochelle. À toi, Marie. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter le point de vue de la collectivité, donc de l'agglomération de La Rochelle, et le point de vue technique, puisque je suis en charge, je ne suis pas politique, je suis en charge des déplacements, mais d'un point de vue technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, quelques éléments de contexte avant de rentrer plus spécifiquement et essayer de répondre à votre question. En matière de transport et de déplacement, l'agglomération essaie de répondre aux besoins de déplacement des habitants. Pour vous donner quelques chiffres, une agglomération comme la nôtre, l'essentiel des déplacements, finalement, ce sont des déplacements internes à l'agglomération, quand on regarde les chiffres. Et un habitant fait 4 déplacements en moyenne par jour, mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 3/4 de ces déplacements sont des déplacements plutôt de courte distance, puisqu'ils font moins de 5 km. Et quand on regarde les objectifs de la communauté d'agglomération, alors elle s'est donnée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040, ce qui signifie en matière de transport, alors dans le bilan carbone du territoire, les transports, c'est ce qui est en jaune sur le graphique là que vous voyez, en 2019, on avait estimé à 27% des émissions du territoire, on rejoint les chiffres nationaux, ça signifie qu'il faut qu'on divise par 4 les émissions liées au transport d'ici 2040. Je vais aussi vous donner quelques éléments de contexte de la mobilité sur notre territoire qui est assez caractéristique des villes moyennes en France et globalement du territoire aussi, même si dans les agglomérations plus importantes, on a des variations. L'essentiel des déplacements, alors là je parle des déplacements des habitants, sont faits en voiture. C'est 50% en 2011 pour La Rochelle, en voiture individuelle solo. Et on avait pour les modes alternatifs, et notamment pour le bus, 5%, 7%. Donc on voit qu'on a un potentiel, on va dire, de report qui est très important, mais qui se heurte aussi aux attentes des citoyens qui ont des contraintes. On va dire ça comme ça. La marche à pied aussi, ça paraît en petit, mais 27%. Pourquoi? Parce qu'un déplacement, finalement, il y a toujours une part de marche à pied, où il y a beaucoup de marche à pied pour les déplacements du quotidien. Là, on parle des déplacements du quotidien, dans l'agglomération. Et pour y répondre, l'agglomération a une stratégie. Alors déjà, l'agglomération, c'est le petit graphique, le petit point bleu à gauche, là, sur la carte. 28 communes, 170 000 habitants. Pour autant, il faut bien qu'on travaille avec les territoires voisins, parce que vous savez aujourd'hui qu'avec la périurbanisation, les gens sont allés habiter de plus en plus loin, et donc on a aussi des déplacements tous les jours
de gens qui travaillent ou qui vont faire des courses sur le territoire. On agit selon trois grands axes au niveau de l'agglomération. Déjà, on travaille sur la régulation de l'espace, l'aménagement du territoire finalement, parce que c'est complètement structurant, parce que si on veut agir sur les émissions des déplacements, il faudrait qu'il y en ait moins, en tout cas moins de déplacements longs, moins de déplacements motorisés. Alors j'ai des chiffres en tête, hein, j'avais entendu, mais en 20 ans, la distance de déplacement quotidien, je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais ce qu'on dit, c'est qu'elle a doublé. En fait, les gens sont allés habiter de plus en plus loin, dans un temps finalement qui n'a pas tant évolué que ça, parce que les infrastructures se sont énormément développées. Donc pour agir sur ce levier-là, il faut vraiment qu'on travaille sur l'urbanisme, sur les plans locaux d'urbanisme, qui font en sorte de travailler sur une ville plus compacte, la ville du quart d'heure, où on peut avoir à de courte distance, finalement, l'accès aux fonctions dont on a besoin pour nos usages quotidiens, le travail, les courses, etc. On travaille sur l'usage de la voirie, etc. Je reviendrai sur ces différents aspects dans des exemples plus spécifiques. Il y a aussi le levier motorisation, qui finalement relève beaucoup du privé, mais nous, on agit plutôt sur les bus, par exemple. Et puis, je pense que les autres collègues parleront de ces aspects-là. Mais ça fait partie, évidemment, des enjeux de décarbonation importants. Mais ce n'est pas suffisant. Et le gros travail de l'agglomération, c'est pour développer une offre de transport alternative qui développe finalement d'autres modes de transport. Et sur quoi je vais vous expliquer sur quoi on travaille là-dessus pour plus d'usage des transports collectifs, du vélo et d'autres mobilités alternatives à la voiture individuelle. Alors, pour essayer de répondre à la question comment concilier à la fois répondre aux attentes, alors nous, au point de vue d'une collectivité, c'est plutôt répondre aux attentes des citoyens, finalement, et concilier les objectifs qu'on a en matière de durabilité. Ça veut dire finalement développer pour nous, collectivité, c'est beaucoup plus pour atteindre la neutralité carbone, c'est beaucoup plus d'usage du vélo, des transports collectifs, du covoiturage et d'autres mobilités alternatives. Ce qu'on constate, c'est finalement il faut agir sur différents leviers et en général, le citoyen, ce qui est important pour lui, il est contraint dans ses usages et donc le temps de parcours, c'est absolument fondamental. Le temps qu'on prend pour le déplacement, c'est souvent le premier critère finalement de choix qu'on a à utiliser tel ou tel moyen de transport. Alors évidemment, ce temps, il varie selon l'âge de la vie, le parcours, enfin notre acceptation par rapport à ça, selon notre sensibilité, selon la période, vacances, week-end, selon le motif de déplacement, c'est pas la même chose. Mais c'est absolument fondamental de travailler sur ce temps de parcours pour le faire le plus facile possible, le plus court possible, en concurrence souvent avec d'autres modes. Et souvent, le mode concurrentiel, ça va être la voiture individuelle, solo, qui est devant son garage et qui permet d'aller ou pas jusqu'à la destination finale. Le coût est un levier très, très important et selon les typologies de personnes, évidemment, ce n'est pas forcément le premier. Et je vais vous montrer comment on travaille sur ce sujet-là. Et puis, il y a d'autres leviers, à mon sens, qui sont la santé, le bien-être, l'impact environnemental. Et chacun, finalement, peut avoir une sensibilité différente par rapport à ces sujets-là. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment on travaille sur ces sujets à l'agglomération. Peut-être par rapport au coût du transport. L'agglomération a mis en place un système qui s'appelle Yellow et qui regroupe finalement toutes les solutions de transport alternatives qu'on peut avoir sur le territoire. Donc ça va du vélo, des voitures en libre-service, aux bus de mer et autres solutions. On essaie de faire en sorte, alors on n'est pas dans la gratuité, parce que le transport ça coûte et c'est aussi un service qui a une valeur. Et puis finalement, on se rend compte que les gens, c'est de l'offre, c'est de la rapidité. Donc, ce n'est pas forcément le premier levier. Pour autant, on essaie de travailler pour que le coût du transport soit adapté finalement au public auquel on s'adresse. Donc, on a une tarification jeune très attractive. On a des passes finalement tribus, c'est-à-dire qu'on soit un, qu'on soit 5, c'est le même prix à la journée.
pour essayer d'être concurrentiel à la voiture. Finalement, pas payer 5 fois, je monte dans ma voiture, ça va me coûter moins cher. On travaille, depuis cet été, on essaie d'essayer les nouveaux outils. On peut payer tout simplement par carte bleue dans le bus pour que ce soit le plus fluide possible dans le parcours. On va passer au post-paiement, c'est-à-dire qu'on pourra valider son ticket en montant dans le bus ou dans le bateau ou dans le vélo, avec son vélo ou le TER très prochainement. Et puis finalement, on est plafonné à la fin du mois. On a sa facture de transport qui est plafonnée. Donc on sait qu'on ne dépensera pas plus que tant. Voilà, on a intégré le TER dans le tarif Yellow. Prendre le TER, prendre le bus, c'est la même chose sur notre territoire. Alors, je vois qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Le covoiturage, ça c'est un exemple aussi. Là, on a plutôt agi sur le levier coût. Donc, on ne pourra jamais se passer des voitures. On le sait bien, ça fait partie du mix de solutions de transport sur notre territoire. L'agglomération, c'est à peu près un périmètre de 20 km. Le covoiturage a trouvé un modèle, finalement, sur les longues distances. Sur les courtes distances, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un certain nombre de start-up, de sociétés qui essaient de développer des modèles. Mais pourquoi c'est plus compliqué? Parce que s'organiser pour 10 km et prendre le temps de prendre quelqu'un, quel bénéfice j'ai, je laisse ma voiture, alors que c'est plus simple, je monte dedans. Bon. On a mis en place depuis 1 an et demi, finalement, une subvention à la personne qui fait l'effort sur une courte distance de prendre quelqu'un. Et la personne qui est transportée et qui, elle, laisse, parce que ça c'est l'enjeu, c'est surtout celle qui laisse sa voiture, elle ne paie rien. Et on se rend compte que ça marche plutôt très bien. Finalement, voilà, comment on a essayé d'agir là, plutôt sur le levier coût. Un autre exemple, hop. Là on est plutôt sur finalement le temps de parcours. Comment je fais en sorte que le bus soit attractif, que le vélo soit attractif? Il faut qu'il ait toute sa place dans l'espace public. Finalement, la voiture, elle soit peut-être régulée un peu plus. La Rochelle passe à 30 km/h sur toute la ville. Il y a de plus en plus de zones de rencontre. Ça permet de donner finalement un avantage concurrentiel au mode alternatif. Et c'est très, très structurant aussi pour favoriser l'usage des transports alternatifs et donner de la sécurité aussi et faciliter aussi pour tous les publics finalement. Des voies dédiées aux bus, des schémas cyclables. On a un schéma cyclable très très ambitieux sur le territoire parce que finalement sur la ville-centre, La Rochelle, on a développé un réseau et on a des usages qui ont bien augmenté là, récemment. Mais notre difficulté, c'est d'aller finalement inciter à l'usage du vélo dans les territoires périurbains de l'agglomération, mais qui, comme partout ailleurs, sont reliés par des départementales où on va aller à 80, 90 et ça va être... Hop, je suis déjà... Et voilà. Juste une image pour illustrer le vélo. Ça, c'est les isochrones. C'est notre territoire. Les isochrones à 1 quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc, on voit bien qu'on est sur un territoire qui est complètement accessible en vélo, mais dès lors qu'on a des infrastructures sécurisées, avec le vélo électrique aussi, et puis on coche d'autres cases, évidemment, avec le vélo. Là, on coche quasiment tous les leviers, vélo, santé, coût, impact environnemental. Des parkings relais gratuits. Pourquoi ? Et là, pour le bus, pour qu'il soit attractif, finalement, on essaie de développer plutôt, je me rabats avec d'autres modes de transport, et puis je continue voilà. Et surtout, je vais vous... Les 5 leviers dont je vous ai parlé, les 4 leviers dont je vous ai parlé, nous, on travaille pour avoir un tableau de bord où, finalement, le citoyen, il a son impact. Il a son temps de parcours multimodal, qu'il soit yellow ou qu'il soit autre, c'est le MAS, mais sur un tableau de bord, il a son impact environnemental, il a son coût, et le 4e, j'ai oublié. Mais pour qu'il retrouve ça sur son outil numérique, voilà, on est sur prochainement, j'espère que ça va bientôt, un tableau de bord mobilité qui nous donne ces 4 indicateurs et qui permet de faire le choix en fonction du moment où ce sera le plus approprié. Je prendrai tel ou tel mode de transport. Voilà. Merci Marie. J'appelle pour la prochaine présentation M. Jean-Michel Schultz. Alors, très heureux de t'accueillir, Jean-Michel. Et juste un petit rappel, j'ai l'honneur d'animer une session où on a 2 représentants, 2 lauréats des trophées E5T.
Et Jean-Michel, tu fais partie du premier, tu as gagné le premier prix hier. Et donc, plutôt que d'essayer de te présenter, je te donne la parole. À toi. Merci. Alors, bonjour à tous. On va parler client et puis on se dit finalement que pour réussir à satisfaire le client final, il faut réussir à satisfaire la spirale bénéfique. Depuis la recherche, on va parler un peu technologie. J'ai commencé un peu hier de manière brouillonne. Aujourd'hui, ce sera, j'espère, plus structuré. Et puis, donc la recherche, les constructeurs, les exploitants et puis finalement le client final. Alors, pour parler de tout ça, on va parler un peu risque autour de tout ça. Alors, le premier risque, quand on fait comme ça une innovation de rupture, c'est le risque de partir sur une mauvaise technologie. C'est un risque dont tout le monde a à l'esprit, tous les gens qui font de la recherche aujourd'hui. C'est un risque qui est particulièrement vicieux puisqu'il viendrait pénaliser les premiers partants. Et ça, c'est jamais très sympa et ça encourage les suiveurs. Ensuite, il y a la capacité d'investissement. On est dans une société où finalement on a des budgets, on a une capacité d'investissement et comment est-ce qu'on va pouvoir investir le plus judicieusement possible. La destruction de capital, je parlais hier avec Joël sur la valeur résiduelle des biens. Il va de soi que si on change très très vite de technologie, si on est un petit peu trop fort sur les ruptures politiques en termes de taxes, on va diminuer la valeur résiduelle du matériel et ça, pour les entreprises, ça peut générer un certain nombre de pertes avant même l'achat et le besoin d'investissement pour le futur produit. Difficulté de faire passer les salariés des emplois détruits aux emplois créés. Bon, là, toute l'offre de formation, ça a été bien évoqué ce matin dans la table ronde. Hausse des prix de l'énergie, on est à fond dedans. Et puis, les propos du PDG de Total cette semaine étaient aussi très, très, très intéressantes sur l'augmentation du prix des produits carbonés et sur le démarrage à des prix trop élevés des produits décarbonés. Pénurie des matières premières, si on doit tout changer d'un coup, et puis sous-capacité industrielle, j'y reviendrai un petit peu après. Alors, on a aussi un aspect un peu temporel à tout ça. Trop vite, on risque d'asphyxier l'économie et puis d'arriver à un rejet social. Et puis, trop lent, on retombe dans l'immobilisme qu'on connaît bien. On est tous confrontés à des gens qui, finalement, nous disent qu'il est urgent d'attendre quand on fait de la recherche, quand on fait des projets. On se trouve face à ces portes fermées. Donc, il faut trouver un espèce optimorum sur ces différents paramètres. Alors, pourquoi l'hydrogène ? L'hydrogène présente un avantage, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois sur des piles à combustible, qui sont des solutions un petit peu futuristes, mais on peut aussi utiliser l'hydrogène pour des rétrofits de matériel existant dans le cadre de moteurs thermiques traditionnels. Alors ça présente l'avantage d'avoir un investissement moindre, on récupère le matériel, c'est pas complètement facile, il y a quand même des modifications sur les moteurs ou sur les turboréacteurs à mettre en place, mais c'est une possibilité d'aller assez rapidement. Rapidité de mise en œuvre, donc c'est la deuxième solution, et puis une chose qui est quand même un petit peu importante, c'est le maintien des filières productives, des constructeurs et puis aussi de la maintenance de matériel. Donc c'est par rapport à ça que je voulais vous présenter aujourd'hui un certain nombre de solutions. Bon, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, on est sur un réservoir cryogénique traditionnel. Il faut imaginer ça comme étant un gros thermos avec un réservoir intérieur et de l'hydrogène liquide. Une enveloppe extérieure, du vide entre les deux. Alors, une de nos solutions techniques, c'est d'utiliser comme isolant non pas ce qu'on appelle le multilayer, la super isolation, qui est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Denis parlait hier de l'industrialisation des systèmes cryogéniques. Nous, on a un système d'isolation sous forme de billes de verre creuses, sous vide et maintenue sous contrainte mécanique de manière à pouvoir tenir l'enveloppe extérieure sans qu'elle ait une épaisseur trop importante. Donc cette solution-là. Et puis, finalement, un réservoir cryogénique, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à maintenir le plus longtemps possible l'hydrogène liquide. Mais par contre, il y a des entrées de chaleur, donc il y a une évaporation naturelle. Et puis je rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, que 1 litre d'hydrogène liquide, quand il s'évapore et puis qu'il monte à température et pression ambiante, il va occuper un volume de 780 litres. Donc automatiquement, le réservoir monterait en pression. Donc le premier hydrogène à utiliser, c'est l'hydrogène de l'évaporation naturelle. Donc on va le capter, c'est le circuit A.
Ensuite, alors on peut imaginer qu'on travaille sur une sorte de régime ralenti continuel du moteur sur cette notion-là d'évaporation naturelle. Ensuite, quand on a besoin de puissance, parce que si on a un moteur, on a quand même besoin de puissance, on va travailler sur une évaporation forcée. C'est le circuit B qui va passer à travers l'évaporateur. Pourquoi est-ce qu'on passe à travers l'évaporateur? Parce que dans les deux cas d'évaporation, quand un liquide s'évapore, on peut récupérer sa chaleur latente d'évaporation. Donc on met une puissance de refroidissement à l'intérieur. Et cette puissance de refroidissement, elle est particulièrement intéressante pour garder l'hydrogène liquide. Ensuite, si on a besoin encore un peu plus de puissance, on va venir compléter ici avec le circuit C et on mettra de l'hydrogène liquide. Et puis tout ça va nous permettre d'aller au niveau du point 4 qui est un compresseur. J'oublie le point 3, j'en parlerai éventuellement à la pause sur l'orthohydrogène et le parahydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est très dur de comprimer de l'hydrogène. Les thermodynamiciens qui ont l'habitude des calculs, on a le même gamma clair, mais on a un CP qui est 15 fois plus fort. Donc ça veut dire qu'il nous faut une puissance 15 fois plus élevée quand on veut comprimer à un même niveau 1 kg d'hydrogène par rapport à 1 kg d'air. Donc on a inventé un petit système qui, vous voyez en haut par la soupape, le bleu ciel, c'est l'hydrogène gazeux naturel et forcé qui vient. On vient compléter avec une injection en bleu marine qui est de l'injection liquide, puis ça nous permet d'avoir un système qui est prêt, mais il faut encore le monter en pression et en température. En pression, parce que si on travaille sur une pile à combustible, on a besoin de quelques bars, mais si on travaille sur un turboréacteur, il nous faut une centaine de bars, c'est pas facile à obtenir avec de l'hydrogène. Et puis si on travaille en injection directe sur un moteur à combustion interne, là il nous faut quelques centaines de bars. Alors, vous voyez, en vert, on va prélever sur le moteur traditionnel un petit peu d'air comprimé. On va faire une petite combustion entre 2 et 5% de la masse d'hydrogène totale. Et ça va nous permettre, vous voyez le petit manomètre qui va monter très très fort, la température qui va monter, et ça va nous permettre finalement d'obtenir à disposition du moteur beaucoup d'hydrogène gazeux, un petit peu d'eau et un petit peu d'azote. Et tout ça va nous permettre d'aller dans le moteur pour finalement injecter le carburant dans le moteur. Certains vont se dire, oui, mais il brûle l'hydrogène en avance, donc quelque part c'est une perte. Pas tout à fait, puisque comme tout ça, on va le remettre au moment de la combustion du moteur. On a anticipé la combustion, mais l'enthalpie, l'énergie de cette combustion, elle est récupérée ensuite directement dans le moteur. Ici, on a un petit exemple avec un système volumétrique. Donc, cette dernière invention, elle a donné lieu à 2 brevets. Un brevet sur des systèmes volumétriques et puis un système sur des turbomachines qui permettent des plus gros débits, notamment pour les moteurs d'avion. Et puis, donc on voit le système avec en dessous l'aspiration de l'hydrogène gazeux, l'injection de l'hydrogène liquide, la petite chambre de pré-mélange et de combustion qui permet ensuite de monter le carburant en pression et en température, ce qui permet d'aller directement au niveau du moteur. Alors les marchés, comme vous l'avez compris, nous on vient du marché aéronautique, on est parti à fond sur le marché aéronautique et puis on s'aperçoit que le rétrofit c'est un petit peu difficile. Il faut travailler sur la performance, la stabilité de l'avion, mettre des réservoirs à hydrogène dans le fuselage, c'est beaucoup de sièges à supprimer, donc économiquement c'est un petit peu difficile. Mais on a quand même un certain nombre de programmes, mais là avec du redesign avion. On pense que le marché naval est très prometteur pour ce genre de système parce qu'il permet de continuer à utiliser toute la flotte. Vous imaginez s'il faut changer toute la flotte navale en 10 ans ou en 15 ans, les problèmes de production que ça peut générer. On a été approché par le ferroviaire, alors parce que dans le ferroviaire, il y a bien sûr l'électrique, mais il reste, on l'a entendu tout à l'heure, du diesel. Et il reste encore des lignes qui ne sont pas électrifiées, donc sur lesquelles, alors il y a déjà des trains à hydrogène gazeux, mais si on veut augmenter le range, l'autonomie, le liquide a une très bonne importance. Le transporteur routier de la même manière, ça permet aussi de diminuer l'investissement. Vous imaginez s'il faut changer tous les camions, même au stade européen, en une dizaine d'années, ce que ça représente. Et puis un petit marché, un petit nouveau marché, auquel on a pensé, on commence à travailler sur la supply chain de l'hydrogène et puis on s'aperçoit finalement que les gazoducs, c'est intéressant, il y a encore des études qui doivent être faites, mais si on doit transporter l'hydrogène, y compris pour l'utiliser en finale de manière gazeuse, mais sur toutes les stations-service, c'est quand même intéressant de passer par la phase liquide et de monter la pression au dernier moment. Alors,
Une conclusion, plutôt 3 petites conclusions. La première, elle enfonce les portes ouvertes. C'est effectivement, le transport a un rôle très important à jouer pour atteindre les objectifs de décarbonation. Le rétrofit des engins présente vraiment des avantages en termes de rapidité et en termes de diminution du coût, aussi en termes d'économie circulaire. C'est quand même quelque chose qui est très, très intéressant. Et puis un petit clin d'œil, on a aujourd'hui 9 brevets à disposition, et puis on commence à travailler avec des gens et on est ouvert à discuter, y compris en dehors du domaine aéronautique. On a bien compris que le domaine aéronautique 2035-2050, c'est un horizon un petit peu long. Il faut qu'on concrétise nos innovations avant. Et donc, voilà, à disposition pour en parler. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore les équipes 5T pour le trophée. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Michel pour cette présentation très technologique, mais avec une vision aussi, un regard sur les problèmes économiques. La prochaine présentation, justement, on va adresser, je pense, des aspects plus économiques. J'appelle Monsieur Patrice Geoffron, professeur à Dauphine. Bonjour, merci pour l'organisation de cette table ronde. Myriam, pour tes invitations annuelles. J'avais manqué de fidélité ces derniers temps, très heureux de revenir. Très heureux aussi que ça se passe là, parce qu'entre la gare et ici, j'ai eu le temps de me mouiller. Donc s'il avait fallu aller jusqu'au site de l'école de commerce, je crois. Bien, alors, donc moi, ça a été dit, je suis professeur d'économie à Dauphine. J'ai pris un parti cette année de ne faire que des présentations sans slide. Donc vous allez m'aider à relever ce défi et naturellement il va être question de transport et de la décarbonation. Je dirige un labo à Dauphine dans lequel on se préoccupe de manière assez transverse de transition énergétique avec de plus en plus d'intérêt spécifiquement pour les questions de transport, avec notamment un partenariat avec la SNCF, un partenariat également avec Vinci Autoroute. Et je vais vous présenter quelques résultats des travaux qu'on a développés pour le rail et pour la route. Je vais le faire en 3 temps. Premier temps, si on regarde ce qui a été annoncé dans la politique publique de planification et qui a été précisé au mois de juillet, je vais revenir sur l'ambition. Donc premier temps, l'ambition. Deuxième temps, les problèmes pour atteindre cette ambition. Et troisième temps, un certain nombre de leviers qui sont susceptibles d'être activés à court terme. Donc, premier temps, il ne vous a pas échappé que nous avons, nous Européens et nous Français, nous n'y échapperons pas, des objectifs extrêmement ambitieux en termes de décarbonation, non pas d'ici 2050, c'est un horizon qui est trop lointain, mais d'ici 2030. Vous savez que le Fit for 55, c'est moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre à cet horizon. C'est-à-dire qu'il va falloir en une demi-douzaine d'années qu'on fasse à peu près le même effort que celui auquel nous avons consenti collectivement sur une trentaine d'années. Donc il y a des ruptures à venir devant nous, on a peu de temps, on a pris beaucoup de retard, et ça vaut tout particulièrement dans le domaine des transports. Ça a déjà été dit tout à l'heure en introduction, les transports c'est à peu près 30% des émissions. Mais la différence de la plupart des autres grands domaines d'activité, eh bien c'est plat depuis 30 ans. On n'est jamais parvenu à casser la courbe des émissions, et si on regarde les émissions des transports aujourd'hui versus 1990, qui est l'année de référence, on a plutôt une légère augmentation. Donc il y a une espèce de malédiction ou de loi des reins, il faut la briser. Très concrètement, si on parle en chiffres et en millions de tonnes de CO2, qui est la métrique évidemment, il va falloir passer entre maintenant et 2030 de mémoire de 129 millions de tonnes à 92 millions de tonnes. Non seulement on ne l'a jamais fait par le passé, on n'a jamais affaissé cette courbe, mais vous ne manquerez pas d'observer évidemment que la marche est particulièrement haute ou basse selon la manière dont on la regarde. Alors, il y a des enjeux évidemment absolument extraordinaires, enfin non pas simplement au regard de la lutte contre le changement climatique et de nos engagements européens, mais également parce que si nous devions rester à un niveau stable, du statu quo, le prolongement finalement de cette malédiction de la stabilité des émissions des transports, versus l'autre scénario dans lequel nous parviendrons à réduire les émissions selon cet objectif, eh bien la différence entre les deux, c'est à peu près de 100 à 110 milliards d'euros de pétrole et de produits pétroliers qu'on aura ou non à importer d'ici 2030. Donc il est absolument essentiel de considérer à la fois l'enjeu global, donc les tonnes de CO2 qu'on n'aura pas émises, mais évidemment au cœur d'une crise énergétique qui nous a rappelé qu'on importe en France
99% de notre pétrole, on n'est pas indifférent aux bénéfices qu'on pourra tirer collectivement d'une réduction de ces importations. Donc voilà pour l'objectif. Et l'objectif, encore une fois, lorsque vous regardez un peu les détails de la planification française en matière de transition, on a là le domaine dans lequel on aura à l'évidence le plus de difficultés. Premièrement. Deuxièmement, où se situe le problème maintenant qu'on a défini l'objectif ? Eh bien, l'essentiel, et j'enfonce une porte ouverte, il se situe sur la route. Pour les transports terrestres, les émissions de la route, c'est à peu près 95%. Et lorsqu'on regarde le flux d'humains ou le flux de marchandises, eh bien, la part modale de la route, elle est d'à peu près, disons, 85% si on veut fixer un objectif. Donc il faut sortir de l'esprit, et je dis ça tout en travaillant très étroitement avec la SNCF, notamment, il faut sortir de l'idée qu'on va résoudre, en tout cas à court terme, le problème avec un report modal massif. Ce report modal, même dans le schéma de la SNCF qui est de faire x2, donc de multiplier la part, les flux du rail par 2, de fait, on se retrouve, et ce n'est pas pour 2030 parce que ça va prendre du temps, évidemment, d'investir les 100 milliards qui ont été promis à la SNCF par notre Première ministre, ça va de fait prendre du temps avant de se mettre en œuvre. On est plutôt à l'horizon 2040 que l'horizon 2030. Mais même dans ce scénario, qui est un scénario extrêmement ambitieux et que j'appelle de mes voeux, on se retrouve in fine avec 75% des flux qui vont rester sur la route. Donc le problème est sur la route. J'enfonce évidemment une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler parce que sinon on se trompe finalement de métrique et également d'horizon de temps, parce qu'une partie évidemment de la solution passera par le rail, mais elle sera insuffisante, c'est une évidence, pour résoudre l'intégralité des problèmes, et puis elle prendra plus de temps et on ne sera pas au rendez-vous de 2030. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à l'horizon 2030 ? Troisième temps, il me reste 4 minutes 15 et ça devrait être suffisant pour vous exposer quelques solutions. Et les solutions, c'est notamment au travers d'un modèle qu'on a développé avec Vinci Autoroutes et qui schématiquement est un modèle d'autoroute totalement décarboné. Totalement décarboné. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un oxymore parce qu'une autoroute, c'est vraiment l'emblème, au contraire, du monde carboné dont on veut sortir. Réseau autoroutier en France est à peu près 12 000 km et donc on a modélisé en prenant 1000 km type d'autoroute. Alors, à vrai dire, ça ne veut pas dire grand-chose. On a toute l'expérience des autoroutes pour venir à La Rochelle ou pour aller à Grenoble et on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes environnements. Mais enfin, on a pris, disons, 1000 km type et sur ces 1000 km, on a déterminer l'ensemble des investissements à consentir et puis on les a chiffrés. Alors je commence par la fin. Pour décarboner totalement le réseau autoroutier français, il faut investir à peu près de 60 à 70 milliards d'euros dans des technos qui sont plus ou moins matures. Électrifier, déployer des bornes de recharge électrique, c'est mature. Dans le domaine des poids lourds, il y a encore un débat qui est assez ouvert entre l'hydrogène, les gaz verts de manière générale et puis par ailleurs des solutions d'électrification. Mais enfin, on a mis tout ça dans une moulinette et donc on aboutit à ce gros chiffre qui est de 70 milliards. 70 milliards, c'est à peu près un quart de la valeur à neuf des autoroutes. Et donc pour ce prix, alors évidemment, ce n'est pas entre maintenant et demain matin, on a une espèce de backbone, de dorsale qui permet de se déplacer à longue distance en ayant totalement éliminé les gaz à effet de serre. Et puis qui par ailleurs est adapté aux effets du changement climatique. De plus en plus, les gestionnaires d'autoroutes ont affaire à l'invasion d'une partie de leur tronçon par les eaux. C'est un phénomène qui va devenir malheureusement de plus en plus fréquent et donc qui demande des objectifs d'adaptation. Mais en vous racontant tout ça, je n'ai pas identifié les leviers, c'était mon engagement, les leviers qui peuvent permettre à court terme, c'est-à-dire d'ici 2030, d'obtenir des résultats, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors il y en a quelques-uns. Le premier, c'est l'optimisation de l'infrastructure. À l'heure actuelle, c'est un drame et je l'ai découvert un peu naïvement en travaillant avec l'équipe de Vinci Autoroutes. Il y a moins d'humains en moyenne dans une voiture sur le réseau autoroutier et de manière générale sur le réseau routier que ça n'était le cas à la fin du XXe siècle. Donc il faut lutter contre l'autosolisme. Alors il y a différents mécanismes pour ça, mais l'un d'entre eux, c'est notamment d'organiser des plateformes multimodales. Alors dans ces plateformes multimodales, on peut organiser du covoiturage, vous l'avez un peu évoqué. On peut organiser également, via des parkings, la possibilité de laisser son véhicule, d'aller vers un bus, entre guillemets, à haute fréquence, à haut débit. C'est le modèle de Madrid qui marche vraiment très bien
et qui permet, alors évidemment on reste dans de la mobilité thermique, mais on a optimisé les conditions de transport thermique et on peut de cette manière espérer effondrer des gaz à effet de serre. Le deuxième enjeu, au-delà de l'optimisation, évidemment, c'est à très court terme de faire en sorte que le réseau autoroutier ne soit pas un frein à l'adoption du véhicule électrique. Alors, les choses sont en train de changer. Si vous avez pris l'autoroute cet été, vous avez vu qu'il y avait sur l'ensemble des stations autoroutières désormais des bornes de recharge qui ne sont pas toutes occupées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut qu'on fasse un effort qui est analogue à celui que font les Allemands, qui ont pris le parti ostensiblement de mettre des bornes partout, de telle manière à ce que ça accélère l'adoption. Et de cette manière, on peut espérer obtenir des résultats d'ici 2030. Et enfin, le tout dernier élément qui a l'air de nous détourner un peu du sujet, mais dès lors que le sujet, finalement, c'est la décarbonation, on n'est pas très loin, c'est d'utiliser le foncier autoroutier, ça marche également pour les nationales, pour déployer massivement du photovoltaïque. Dans les calculs qu'on a fait, on considère qu'en 2030-2035, on peut avoir déployé l'équivalent d'1 gigawatt, c'est-à-dire qu'on pourrait couvrir à peu près le besoin électrique des véhicules à ce moment-là. Donc, alors non pas d'avoir une autoroute en autoconsommation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de fait de valoriser le foncier à un moment où on est dans une course au foncier. C'est ce que va faire d'ailleurs la SNCF par ailleurs. J'en ai fini en débordant de 3 secondes. Merci beaucoup. Pour la prochaine présentation, j'appelle Monsieur Patrick Menucci, président, PDG et fondateur de la société BeGreen. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci à l'organisation de ce bel événement à La Rochelle d'avoir permis à BeGreen, en tout cas à mon entreprise, de se présenter. Voilà, je suis donc effectivement gérant fondateur de l'entreprise BeGreen et PDG de la société Autocar Dominique, qui est un opérateur en Île-de-France. Alors, on peut démarrer le premier slide, puisque je crois que c'est vous qui avez la main. Ou pas? Vous m'entendez? Vous entendez la régie? On peut envoyer les slides? Voilà, très bien. Donc, BeGreen, l'aventure BeGreen démarre avec... C'est bon, là, vous m'entendez tous? Voilà. Oui, on voit les slides, c'est bon. Parfait, merci. Donc, l'aventure BeGreen démarre à notre initiative en investissant dans 3 petits véhicules électriques en novembre 2009. Et nous avons, comme vous le voyez à l'écran, donc déroulé un certain nombre de solutions auprès de nos clients, de nos principaux clients historiques à l'époque, qui étaient notamment le ministère de la Santé. Très vite, on a été approché par ce beau territoire de l'île de Ré, via l'opérateur local Keolis Littoral, un des opérateurs locaux. Et nous avons déployé un certain nombre de véhicules en location auprès de cet opérateur pour un maillage fin du territoire de l'île de Ré, qui à l'époque d'ailleurs était une première en Europe. Ensuite, on a effectivement eu l'opportunité d'intégrer Paris pour une première avec une exploitation de traverse Branchion Commerce. Tout ça autour de nos solutions bus électriques que nous proposions aux clients. En 2017 arrive le premier autocar électrique livré en Europe chez BeGreen. Bon, ça c'est une grande première parce qu'effectivement en autocar, c'est-à-dire tout le monde assis avec ceinture de sécurité à bord, il n'existait pas de solution zéro émission, notamment électrique ou autre. Donc ça c'était assez révolutionnaire, ce qui nous a permis de présenter une offre de circuits touristiques, réceptifs touristiques parisiens, notamment avec des tours de ville dès le mois de juin 2017. 2018, on a réussi à démontrer que cette solution en autocar électrique permettait de relier des villes sur le modèle des SLO, hein, des lignes longue distance. Donc une première mondiale avec la ligne Paris-Amiens, Amiens-Paris, avec 2 autocars électriques, opérateur Flixbus, bien connu aujourd'hui, aux côtés de Blablabus. Et tout naturellement, puisque l'électrique est quand même l'antichambre, nous avons abordé le sujet hydrogène pour nos solutions.
Et nous sommes intéressés donc aux solutions hydrogène des constructeurs, notamment avec, comme vous le voyez à l'écran, un véhicule français du constructeur Safra, autour d'une subvention très intéressante, très importante à l'époque, lancée par Bruxelles, ce qui nous a permis d'intégrer le programme du Three Motion opéré par le FCJ. Donc on a déployé 5 bus hydrogène subventionnés de manière très importante auprès de l'opérateur Keolis à Versailles pour l'autorité organisatrice IDFM. Nous poursuivons bien sûr ce déploiement de solutions électriques et hydrogène autour de de l'ensemble du territoire national, avec principalement la région en cible aujourd'hui avérée Rhône-Alpes-PACA et le Grand Ouest avec une base arrière à Bordeaux. Voilà, merci pour le slide suivant. Donc les offres Big Green, c'est tout simplement par rapport à ce qui a été dit précédemment, des solutions proposées aussi bien aux opérateurs privés ou publics de transport, mais bien évidemment à l'ensemble des villes, des autorités organisatrices, villes, régions, départements, etc. Donc un accompagnement en transition énergétique avec nos solutions de location électrique et hydrogène disponibles sur toutes les durées, courtes, moyennes, longues durées, sur l'ensemble du territoire national. Un point important de l'histoire de l'entreprise, c'est que nous avons été référencés auprès de la centrale d'achat du transport public, que certains, forcément, dans l'Assemblée connaissent bien. Et ces offres de bus référencés permettent à tous les adhérents, notamment du réseau Agir, mais pas que, de louer les bus et cars décarbonés, électriques, hydrogène, et également, ensuite, sur une deuxième partie de la vie des véhicules, de réaliser des ventes de bus et cars d'occasion, également électriques et hydrogène. Tout ceci par la centrale d'achat du transport public, c'est-à-dire pour les clients, les opérateurs publics, les régions, les villes, etc., sans appel d'offres, puisque ces offres sont référencées auprès de la centrale d'achat. Alors l'hydrogène, comme je le précisais, nous a intéressés assez vite, puisqu'on a commencé à s'y intéresser en 2016. On a, comme je le disais, intégré ce magnifique programme de subvention européen, ce qui nous a permis de déployer les bus. On a également précommandé ce premier petit Renault Master hydrogène qui devrait nous être livré au cours du dernier trimestre 2023. Tout ça fait partie des solutions actuelles du parc de location. Donc j'inscris, comme je le disais précédemment, ces offres de services comme des solutions. On a beaucoup effectivement évoqué les problèmes et on va continuer de le faire. Nous sommes plus dans les solutions proposées en parallèle et en fonction de l'offre industrielle aujourd'hui disponible. Très bientôt, puisque nous avons déjà organisé des réunions et des précommandes sur le sujet, très bientôt vont rentrer dans la flotte Big Green et Autocar Dominique des autocars hydrogène rétrofités sur la base donc d'un autocar diesel. Autre sujet, autre marché qui, à mon sens, est très important pour la suite de la décarbonation des flottes, puisque ça permet un recyclage des milliers de véhicules aujourd'hui diesel dans un temps relativement court, quelques années, je pense, avec un rétrofitage électrique ou hydrogène qui est aujourd'hui en cours, à la fois d'homologation, mais d'expérimentation qui ont aujourd'hui beaucoup de succès et en quels on croit assez fortement. Donc en termes de retour d'expérience, j'en parlais tout à l'heure, on a une magnifique aventure sur l'île de Ré où on a présenté chaque saison entre 8 et 10 véhicules à la disposition, on a mis à la disposition de l'opérateur Keolis Littoral pour faire un maillage fin entre les villages et la route principale qui relie donc le pont de Ré au Port-en-Ré. Donc à chaque intermédiaire, il y avait un réseau de navettes électriques qui était maillé sur l'ensemble du territoire. Et tout ça s'est plutôt très bien passé, malgré effectivement le côté avant-gardiste et notamment le début de l'aventure industrielle en matière de matériel. Vous voyez ici à l'écran les petits véhicules 22 places Zeus, le deuxième qui est un 50 places Oreos 4X,
Donc on a également été quand même très précurseur sur ce territoire et je remercie d'ailleurs les élus locaux d'avoir fait confiance à ce projet et notre partenaire historique Keolis Littoral. Deuxième retour d'expérience parmi tant d'autres, hein, mais il me paraissait intéressant de vous le présenter, c'était celui de la station Valberg. Là, on est parti à la montagne, hein, sur une station de sport hiver, de moyenne montagne, et qui a permis de vérifier effectivement que là aussi, il y avait une transformation possible des solutions historiques diesel, thermiques, à forte émission de CO2, par des petits véhicules électriques qui ont parfaitement fonctionné pendant plusieurs saisons d'hiver, ce qui a permis d'ailleurs à la collectivité d'investir dans un certain nombre de matériels pour rendre ces prestations zéro émission pérennes sur l'ensemble de la station, à la fois l'hiver et l'été. Alors la transition énergétique, comme l'a dit le précédent orateur, effectivement, elle intéresse tout le monde, elle est obligatoire. Et je voudrais ici vous démontrer, en tout cas vous présenter sous forme de témoignage autour des solutions que je vous ai évoquées, une conséquence assez intéressante pour nos entreprises, c'est qu'en ayant nous-mêmes investi dès fin 2009 la transition énergétique avec des solutions qui nous étaient présentées par les industriels auprès de nos clients, donc nos clients historiques et tous les clients qui nous ont rejoints depuis, sur une période de 14 ans, nous a permis à la fois de décarboner, de transformer la flotte véhicule globale avec des chiffres assez conséquents comme vous pouvez l'observer, mais également de transformer le modèle économique de l'ensemble du groupe Autocar Dominique Big Green, qui est quand même la clé, puisque comme on en a parlé précédemment, et je pense que vous n'avez pas fini d'en discuter, le vrai sujet, il est quand même économique aujourd'hui, puisque la transition énergétique globale va coûter très cher à l'ensemble. Reste à savoir effectivement si on va positionner les budgets aux bons endroits dans des délais courts, comme ça nous l'est imposé par le plan climat et l'ensemble des données qui ont été présentées sur ces journées à La Rochelle. Donc voilà, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est plutôt, on peut se présenter plutôt comme témoin et qu'on est clairement impliqué en tant qu'opérateur, en tant que loueur, impliqué dans la transition énergétique qui nous est aujourd'hui imposée et que les solutions existent. Voilà, si ça peut aider au débat, aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que nous avons des solutions et on les a mis en œuvre et elles fonctionnent pour une très très grande partie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Mignouchi, d'avoir respecté le temps. Tout de suite, on passe à la présentation suivante. Monsieur Amaury Kornilov, fondateur de The Way, et aussi lauréat du deuxième prix des trophées E5T hier soir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Il me faut la zapette, je pense. Hein. Voilà. Donc, je remercie Myriam pour son invitation, Diana et toute l'équipe E5T pour l'organisation, le jury, pour ce prix qui arrive d'ailleurs en courant, visiblement, et en gambadant. Et puis à vous tous, ceux qui sont là dans la salle et puis ceux qui sont sur Internet, et vous nous écoutez. Voilà, merci tous d'être là. Alors, je vais vous parler de mobilité électrique urbaine. Peut-être pour vous dire que quand on a créé en 2019 cette société, Stéphane Jallat, Stéphanie Gosset et moi-même, on avait déjà eu une aventure entrepreneuriale de 10 ans. On avait cofondé Solaire Direct, qui est devenu un des leaders mondiaux de la production d'électricité photovoltaïque. Et fort de ça, on s'est dit, bon, on a contribué à cette, je dirais, révolution pour accélérer la transition avec le photovoltaïque, je dirais, économique, compétitif, mais on voulait faire la même chose dans la mobilité. Alors on s'est posé la question. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table pour dire en 2030 ou 2035, il faut que toute la mobilité, 100%, soit électrique dans les grandes villes, commençant par là. Alors ça, c'est Paris, mais la question, comment est-ce qu'on fait ?
Est-ce que vous êtes vraiment posé la question? Un peu plus d'1 million de voitures électriques, un peu plus de 200 000 de roues électriques, des vélos électriques. Mais ça marche comment tout ça? Des gens qui habitent dans des appartements, où est-ce qu'ils vont charger tous ces véhicules dans la journée? Ou dans la nuit? Ils vont trimballer des batteries? Et puis le réseau électrique, il va suffire à charger tout ça, probablement en même temps? Je vais vous dire, la réponse c'est non, avec les moyens actuels. Donc il faut réfléchir autrement. Nous, on s'est intéressé à la petite mobilité électrique, les 2 roues, vélo cargo, micro-voitures qui sont en train de se développer, mais en commençant par les scooters. Et puis on a posé aux clients la question, bon, votre prochain scooter, là, vous êtes conducteur thermique, ça sera quoi? Ça sera un électrique, 80%. Hein. Mais en fait, dans la réalité, il n'y en a que 20% qui sont immatriculés en électrique. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est la charge. Où est-ce qu'on charge? On a envie d'avoir la même mobilité qu'avec un scooter thermique. On n'a pas du tout envie de se faire emmerder, aller à 3 km, poser son scooter, porter des batteries lourdes, charger 4 heures, parce que c'est 4 heures. Donc, la solution, c'est The Way. Je vous invite à envoyer la vidéo, maestro, s'il m'écoute. Hein. Voilà, The Way, ce sont des scooters électriques personnels que vous allez louer. Alors pendant 36 mois, 12 mois ou sans contrainte, mais c'est au mois. Et vous allez échanger en 50 secondes votre batterie vide contre une batterie pleine dans ce type de station qui est déployée dans la ville. Agence BNP, Monoprix, voilà. Et avec ça, en 50 secondes, à moins de 2 km, vous avez toujours une station, vous pouvez échanger votre batterie et être totalement fluide, et même plus fluide encore que quand vous aviez un scooter thermique. Vous avez une gamme de véhicules que l'on a développés qui intègrent en fait, donc qui soient 2 roues, 3 roues comme vous le voyez ici, qui répondent à tous les besoins personnels, professionnels, notamment la livraison du dernier kilomètre, et avec plein je dirais, d'applications et autres pour visionner où sont les stations, comment est-ce qu'on se rend le plus près possible. Il y a combien de batteries disponibles dans cette station? Ne jamais avoir de contraintes, tant pour la recharge que pour l'autonomie, puisque c'est l'autre problème. Voilà, merci pour la vidéo. Donc je passe à la slide suivante pour vous dire que tout ça, c'est une plateforme pleine d'innovations. Alors, innovation technologique, batterie, réseau de stations. Donc vous avez compris, scooter personnel, hein, on n'est pas en libre-échange là. C'est la batterie qui est partagée. Marketing, puisqu'il a fallu vraiment inventer les systèmes de distribution directe via Internet pour faire ce type de distribution et finalement louer. Voilà. Marketing, donc louer. On n'est pas dans la vente, là, on est vraiment dans la location, tout compris. Le scooter, les batteries, l'énergie, évidemment, assurance, maintenance, tout inclus. Et donc nos clients, ils ont accès à ce réseau et ils roulent très tranquillement en payant finalement un budget qu'ils connaissent par mois, à partir de 130 €. Alors, évidemment, les avantages du battery swapping, ça s'appelle comme ça en anglais, échange de batterie, sont énormes par rapport à la recharge classique. D'une part, 50 secondes, ça serait 4 heures, hein, sinon pour une charge pleine d'un scooter. Il n'y a plus de problème d'autonomie non plus, hein, parce que quand vous avez des bornes à moins de 2 km, c'est très très simple d'aller charger en 5 minutes, 50 secondes finalement de recharge, et puis vous repartez. Mais aussi, beaucoup moins de problèmes dans les rues, parce que vous imaginez, tous ces scooters, il faudrait qu'ils soient dans les rues, qu'ils occupent 2 mètres carrés d'espace pendant 4 heures pour charger la nuit ou le jour. Ben là, non, c'est extrêmement fluide. Et les gens, une fois qu'ils vont swapper chez Monoprix ou BNP Paribas ou Total, qui était là tout à l'heure, ils repartent. On améliore en faisant ça, parce qu'en contrôlant dans ces stations d'échange la recharge, la durée de vie des batteries. Très largement, hein, plus 60%. Donc c'est aussi très très bien. Et enfin, c'est économique. Alors non seulement sur le total cost of ownership, c'est-à-dire vraiment le coût total on est moins cher que le thermique, mais en plus, on est moins cher que le scooter partagé pour les gens qui l'utilisent fréquemment. Ça, c'est vraiment toute la plateforme technologique. On a mis 2 ans pour mettre au point cette plateforme. Les batteries, les stations, avec un UX vraiment européen, la gamme de scooters, et aujourd'hui, il y a des constructeurs de scooters, de petits véhicules qui nous rejoignent et qui intègrent notre batterie comme un standard pour pouvoir profiter finalement de notre réseau de stations. Et puis, tout ce qui est applicatif derrière,
Front-end pour le client, mais aussi tout ce qui nous permet de gérer en temps réel tout ce système, puisque tout est connecté, les scooters, les stations et donc les batteries à travers cela. On a lancé donc Paris en mars 2021. Aujourd'hui, on a plus de 1300 clients qui roulent avec ces scooters, hein, qui louent en longue durée. On a plus de 1000 swaps par jour aujourd'hui dans notre réseau de stations. Et fort de ce succès, alors vous voyez nos partenaires, BNP, Esso, Monoprix, on travaille aussi avec EFIA, on travaille avec Total. Je fais appel d'ailleurs à Carrefour, que j'ai entendu là, tout à fait prêt à aussi travailler ensemble pour compléter ce réseau de stations. Et vous voyez, donc c'est très très dense, et ce réseau, on est en train de l'étendre, puisque à Paris, on a commencé avec 40 stations, on sera à 80 à la fin de l'année, et puis on a ouvert Nice en juin, et ça marche très très bien, et puis Bordeaux, où on aura 20 stations dans chacune de ces villes à la fin de l'année, et plus de 100 clients dans chacune. Donc notre développement est vraiment sur 3 axes aujourd'hui. C'est développer la gamme pour avoir finalement des véhicules qui puissent en fait avoir cette technologie de recharge en 50 secondes, du vélo cargo jusqu'à la voiturette. Et on travaille avec des constructeurs aujourd'hui, qu'ils soient européens ou asiatiques, pour les intégrer. Et on devient une sorte de standard finalement. Travailler, on est extrêmement B2C aujourd'hui, hein, ce qui est d'ailleurs un succès, hein, c'était pas facile d'être B2C. Et aujourd'hui, on est aussi en train de travailler fortement les flottes dans le B2B. Et enfin, l'expansion géographique. Je vous ai parlé de Nice et Bordeaux, donc où on est aujourd'hui. On sera à Madrid à partir du premier trimestre 2024 et d'autres villes françaises que l'on va développer. Vous comprenez, notre développement géographique, c'est extrêmement scalable comme modèle. C'est d'installer notre réseau de stations et tout le marketing qui va avec pour développer ces flottes extrêmement pratiques pour les clients. On a levé donc 2 fois, en mars 2020, 15 millions, en mars 2023, très récemment, 26 millions, pour financer non seulement en fait, le développement marketing, technologique, mais aussi en fait, toute cette activité de location, puisqu'on est possesseur finalement de ces batteries, de ces scooters et de ces stations. On a des investisseurs institutionnels bien connus, la Banque des Territoires, ADEME, mais aussi Demeter qui était là, Matmut, NCI, Allianz, l'assureur. Et on a donc des ambitions européennes très importantes. Vous comprenez, notre développement par ville en Europe, des grandes villes, mais aussi des villes moyennes. Et donc, vous pouvez nous rejoindre de différentes manières. Soit vous pouvez nous rejoindre parce que vous habitez aujourd'hui Paris, Nice, Bordeaux, que vous conduisez des scooters thermiques et que vous avez vraiment envie de passer à l'électrique. Et bien là, vous avez une solution sans contrainte, plus économique. Donc, allez-y. Et venez essayer. Et puis, vous pouvez nous rejoindre aussi financièrement, puisqu'on vient de lancer un tour de financement participatif avec la plateforme lita.co. Alors là, vous n'avez pas besoin de conduire de scooter thermique. Tout cela, à partir de 300 €, c'est une dette obligataire à 9% sur 4 ans. Donc, en même temps, c'est engagé, en même temps, c'est économique et très intéressant. Voilà, donc je vous engage tous à nous rejoindre. Merci. Merci Amaury et bravo. Bravo pour le trophée, mais bravo pour le projet aussi. Pour le dernier stand-up, j'appelle Jérôme Vandelin de la Massif. Oui, bonjour. Merci Joël et merci aux équipes de 5T de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un plaisir de venir vous parler aujourd'hui de effectivement la décarbonation du secteur des transports et plus spécifiquement nous concernant, assureurs mutualistes, la décarbonation de nos choix de mobilité personnelle. Vous, moi, dans nos déplacements privés, dans nos déplacements professionnels et aussi pour les trajets domicile-travail, même si le télétravail a un peu changé la donne là-dessus. Donc, la Massif, on est quand même assureur automobile historique et on est actuellement numéro 1 de l'assurance auto en nombre de contrats. Mais au-delà de cela, et on ne le sait pas forcément, on est aussi assureur d'autres solutions de mobilité qui peuvent être réellement et qui sont des alternatives au choix classique de véhicules thermiques en propriété individuelle. Et par rapport à ça, je vais vous présenter un peu ce que fait la Massif justement en tant qu'assureur mutualiste, historiquement auto, pour favoriser le développement de nos nouveaux choix de mobilité, de déplacement en tant que particulier. On a parlé beaucoup du fret ce matin, mais et ça a été dit d'ailleurs, la route reste l'enjeu majeur quand on parle de transport et de décarbonation. Donc vraiment de faire évoluer nos choix de mobilité personnels sur ces sujets-là. Et
sachant qu'on a une obligation aussi par rapport à nos 6,7 millions de sociétaires, hein, de les accompagner justement pour qu'ils optent et les inciter à opter pour d'autres choix, que ce soit en termes de motorisation ou en choix d'autres formes de mobilité. Alors peut-être, même si ça a été déjà dit, j'imagine, un petit feedback rapide pour donner le contexte du secteur des transports. Donc bien sûr, on a les accords de Paris, 2100, 1,5, 2 degrés à atteindre, avec l'objectif intermédiaire 2050, qui peut nous sembler un peu loin, mais ça va aller vite, mine de rien, de neutralité carbone, c'est le Green Deal européen, la loi énergie-climat, donc que l'Europe et la France soient neutres carbone 2050. Et si on ramène ça au niveau de la population française, enfin, ça revient à dire qu'en fin de compte, qu'actuellement, on a l'empreinte carbone individuelle moyenne, alors je dis bien moyenne, selon les usages de vie, que ce soit en mobilité, mais pas seulement, que ce soit en habitat, en consommation, c'est très variable selon un individu à l'autre, mais en moyenne, on est quand même à peu près à 9-10 tonnes de CO2 par an par personne en France. Et tout l'objectif, pour obtenir l'objectif de neutralité carbone 2050, il faudra qu'on baisse ça à 2 tonnes d'ici 2050. Alors ça peut sembler énorme, mais c'est tout à fait jouable. Par contre, ça va demander effectivement des changements d'usage et de paradigme. Et si on considère actuellement justement cette empreinte carbone d'à peu près de 10 tonnes par citoyen en France, on voit bien, et ça avait été dit ce matin, que la part des transports, c'est le secteur le plus émetteur à 30%. Alors dans beaucoup de pays, le secteur le plus émetteur, c'est l'énergie. Nous, on a, alors on ne va pas faire de polémique, on va rentrer dans ce détail, on a un parc nucléaire conséquent, ce qui fait que le secteur le plus émetteur, ce n'est pas l'énergie en France, ça reste les transports. Et effectivement, comme ça a été dit, c'est la route qui pèse le plus là-dedans. Donc par rapport à ça, la Massif, on a sur Automobile et d'autres solutions de mobilité, on a décidé d'agir pour favoriser le développement d'autres mobilités décarbonées dans nos choix de partenariat métiers, c'est ce que je vais vous présenter juste après, dans nos offres de produits et services adaptés et aussi dans toutes les actions de sensibilisation, d'information qu'on fait auprès des 6,7 millions de sociétaires qu'on a. Et si on considère la cellule familiale des sociétaires, c'est 10 millions de personnes qu'on touche. Donc, premier champ de travail sur lequel on s'est engagé depuis de nombreuses années maintenant, c'est les partenariats métiers. On a développé des partenariats avec des acteurs économiques qui proposent des solutions sur le terrain, en proximité, de mobilité partagée. Donc, mobilité partagée, c'est l'alternative par rapport aux véhicules classiques individuels en propriété. Et ça permet aussi de lutter contre l'autosolisme. On en parlait aussi, 85% des trajets de quotidien en 2022, c'est encore fait en autosolisme. Donc effectivement, le coût carbone du déplacement, de notre trajet personnel pour aller au travail ou pour un déplacement privé, pour faire des courses ou pour aller partir en vacances, il est conséquent. Donc là-dessus, on a créé depuis quand même 2002, ça date, un partenariat avec France Autopartage, qui aujourd'hui s'appelle le réseau Cities. On a été le premier assureur à assurer les véhicules en autopartage. Et actuellement, Cities, c'est le leader français de l'autopartage. Et ça représente à peu près, de mémoire, 14 opérateurs qui permettent actuellement à 50 000 personnes de faire de l'autopartage et de se partager 2000 véhicules à travers la France, dans plus de 200 communes. Et après, on a un autre partenariat qu'on a mis en place depuis maintenant 3-4 ans avec Mobicop, qui est un peu l'alternative à Uber. C'est une coopérative. C'est la première coopérative française de covoiturage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement. C'est libre, l'accès à ce service en ligne de covoiturage, et c'est gratuit. La plateforme ne se rémunère pas, il n'y a pas de commission. Et tout l'intérêt de ce covoiturage, c'est de faire baisser le coût carbone d'un trajet, parce que simplement, on n'est pas en autosolisme tout seul, mais on est à plusieurs dans le véhicule. Et actuellement, ça marche très bien, puisque Mobicop permet à 500 000 utilisateurs par an de covoiturer ensemble à peu près entre 1200 et 1300 communes en France. Donc voilà, et on travaille aussi avec Réseau Pouce, qui, alors là, ce n'est pas de la mobilité décarbonée, mais Réseau Pouce, c'est de la solidarité, c'est-à-dire qu'on soutient cette structure, une association qui propose de l'autostop solidaire. C'est-à-dire c'est gratuit pour celui qui fait l'autostop, il rend service, et celui qui bénéficie de l'autostop, et ça en zone rurale, périurbaine, où il y a très peu de transports en commun, et il y a peu de moyens de déplacement. Et c'est la commune, en fin de compte, qui finance ce service pour ses administrés sur son territoire. Donc c'est le genre de partenariat métier qu'on met avec de l'autopartage, du covoiturage, de l'autostop solidaire, qui nous permet d'inciter aussi nos sociétaires, ils sont 6,7 millions, à opter aussi pour d'autres choix lorsque c'est possible. Mais au-delà de cela, on travaille aussi sur nos offres de produits et services. Alors là, ce n'est pas anodin, puisqu'effectivement, l'idée pour nous, c'est de contribuer vraiment à développer en motorisation l'hybride électrique dans le parc automobile français. C'est encore 97% de véhicules exclusivement thermiques.
Donc l'idée, on a mis en place des garanties, typiquement une tarification verte sur les véhicules hybrides électriques qui est plus avantageuse que pour assurer un véhicule essence diesel. On a mis en place une garantie gratuite batterie électrique. Il n'y a pas de surcoût du fait de la batterie dans l'assurance du véhicule. Des assistances spécifiques en cas d'accident pour tout ce qui est électrique. Une assurance corporelle pour tous les types d'écomobilité, c'est-à-dire que notre sociétaire sera couvert s'il fait du covoiturage, du pédibus, du gyropode, gyroroue, peu importe, il sera couvert en responsabilité civile et en corporelle. On a mis en place, il n'y a pas seulement le coût d'assurance, il y a le coût d'acquisition, parce qu'un véhicule électrique, ça reste encore assez cher. Donc on a mis en place un crédit mobilité électrique qui permet d'acquérir tout type de véhicule électrique. Alors ça peut être bien sûr la voiture, le scooter, le vélo, la trottinette, le gyropode, le gyroroue, le skateboard électrique, peu importe. On a un taux de crédit préférentiel pour acquérir ce type de véhicule. Après, on fait des assurances pour les vélos, les trottinettes électriques, et on a même rajouté de l'autopartage en véhicule de remplacement. C'est-à-dire, au lieu de passer par un garage, on remplace le véhicule, si vous êtes immobilisé, par un véhicule qui est proposé en autopartage. Donc voilà, c'est toute une gamme de produits, d'offres, d'assurance, qui permet pour nous d'inciter vraiment les sociétaires de faire ce choix-là. Ce choix de se dire, au lieu de mon véhicule classique pour faire 300 mètres ou 1 km, est-ce qu'il n'y a pas du multimodal, d'autres solutions? Est-ce que je vais peut-être acquérir un véhicule électrique? On voit beaucoup, plus d'1 million de vélos électriques qui ont été achetés suite à la période Covid. Donc voilà, c'est toujours d'être incitatif, sans obligation, mais de leur donner aussi les moyens économiques d'opter pour ce choix de mobilité avec des avantages financiers. Et c'est d'autant plus intéressant vu la crise énergétique qu'on a actuellement et la perte de pouvoir d'achat. Et après, le troisième champ d'action qu'on a, c'est tout ce qui est la partie information-sensibilisation. Alors, on fait un gros travail sur l'éco-conduite. L'éco-conduite, ça permet quand même sur un véhicule, même si vous avez un véhicule essence ou diesel, vous pouvez faire entre 15 et 25% d'économie selon le type de véhicule, sur la consommation de carburant. Donc déjà, pour le portefeuille, c'est plutôt positif. Et en plus, ça limite d'autant les émissions de gaz à effet de serre sur ce type de véhicule. Puisque pour le même trajet, on va consommer moins de carburant, on va émettre moins de CO2. Et en plus, accessoirement, ce n'est pas anodin, c'est aussi, on considère qu'il y a à peu près 10% de risque d'accident en moins quand on pratique l'éco-conduite. C'est-à-dire c'est plein de gestes de conduite plus souple, un peu plus calme, plus zen, moins rapide, qui permettent de faire des économies et de polluer moins. Alors on a mis en place des e-learning, d'éco-conduite pour les sociétaires. Ils ont accès à des e-learning qui soient propriétaires de véhicules thermiques, essence, diesel, ou même de véhicules électriques pour économiser l'énergie de la batterie, qui est souvent chez nous encore pas forcément l'électricité, pas forcément entièrement décarbonée. Et après, on a aussi mis en place des simulateurs d'éco-conduite que vous voyez à droite. Donc là, typiquement, c'est des simulateurs qui sont proposés, qui tournent à travers la France, sur des salons grand public, des événements, au salon de l'auto ou d'autres événements à travers la France, pour que les gens puissent pratiquer, expérimenter et leur donner envie au quotidien de pratiquer cette conduite. Et puis, bien sûr, en référence à ce dont je parlais avant, on met en place des rencontres aussi avec les sociétaires en proximité dans les territoires, où nos équipes vont présenter les avantages, les bénéfices de l'éco-conduite, du covoiturage et de l'autopartage, pour leur donner envie, en proximité, près de chez eux, de faire appel à ces services-là. Donc on pousse aussi et on aide Cities et Mobicop à se déployer et à être utilisés par nos sociétaires dans les régions. Voilà, autant d'actions au final qu'on met en place et dans les offres de produits et services, dans les partenariats et dans la sensibilisation, pour faire évoluer un peu nos pratiques vraiment de déplacement au quotidien en tant que particulier, en tant que citoyen. Voilà, j'ai tenu le délai.